Bonjour et bienvenue dans ce 72e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture, en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe près de plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement Essai comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture grâce auquel je bénéficie de plusieurs services, notamment d'un diagnostic éditorial. Et c'est cet envoi que je prépare actuellement. Dans cet épisode, je vous parle de fin, d'inspiration, d'intime, de corps, de relectrice et de relecture, de retour, d'influence, de maison d'édition, d'étapes, de pause, de personnages, de caractérisation et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en mai 2024. Bonne écoute à vous. Le mercredi 1er mai 2024. J'ai retravaillé la fin de mon texte afin de le resserrer. J'ai gagné près de 5 pages. En fait, la fin de mon texte faisait plus de 20 pages. Aujourd'hui, elle en fait 15 sur 153. Je pense que c'est encore un peu beaucoup, mais je vois pas trop comment réduire encore plus. Donc je vais attendre les retours de ma relectrice d'hier, si jamais elle a eu le temps de s'y pencher. Entre-temps, je sais pas trop quoi faire. J'ai corrigé les petites choses que j'avais vues lors de ma précédente relecture, où je m'étais arrêtée à la fin du chapitre 29. Aujourd'hui, je n'ai plus que 46 chapitres, ce qui fait à peu près 300 000 signes et environ 52 000 mots. Pour un premier roman, alors même si c'est pas mon premier, mais en tous les cas, comme j'ai toujours rien publié, un éditeur considérera que c'est mon premier roman, c'est une bonne moyenne, c'est une bonne taille, une bonne longueur. Il n'est ni trop court, ni trop long. J'avoue que j'appréhende un peu de le lâcher en l'envoyant au diagnostic éditorial. Parce que là, en remettant le nez dedans, je vois encore plein de choses qui vont pas. Mais bon, je vais en faire abstraction. Il faut que j'avance. Le jeudi 2 mai 2024. Aujourd'hui, j'ai commencé la relecture de tout mon texte. Sauf que, il y a une chose que je n'ai pas anticipée, c'est qu'à partir de demain, pendant quelques jours, jusqu'à lundi, je ne vais pas pouvoir tellement travailler sur mon roman parce que j'ai mes parents qui viennent me rendre visite. Donc généralement quand ils sont là, je passe du temps avec eux. Je vais pas m'isoler pendant quelques heures tous les matins pour travailler. Alors qu'il aurait fallu que je lise tout ça assez vite. Je me dis peut-être qu'il faudrait que je fasse ça aujourd'hui. Mais ça me semble un peu tendu parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui pour la même raison. Et aussi parce qu'il y a eu un jour férié dans la semaine et moi à chaque fois je fais le jour férié mais du coup il faut que je fasse la même masse de travail en moins de jours. Ce qui n'est pas top non plus, mais bon, j'ai beaucoup du mal à aller contre le rythme général de la société, notamment parce que je vis avec quelqu'un. Alors j'ai calculé, je mettais 1 heure pour lire 8 chapitres. J'ai 46 chapitres dans mon roman. Et donc, ça me fait à peu près entre 5 et 6 heures de lecture pour terminer la lecture de tout mon roman. Là, je vais entamer le chapitre 9. Dans les 8 premiers chapitres, j'ai vu des petites coquilles que j'ai corrigées. Peu de tournures de phrases qui ne me vont pas. Tout tient la route. Je vais continuer ma lecture. Je vais essayer d'aller au plus loin ce matin. Et si j'ai le temps de faire tout ce qu'il y a à faire, en tous les cas dans ce qu'il y a de plus urgent, j'essaierai de reprendre la lecture plus tard en cours de journée. Franchement, si je peux arriver à finir la lecture aujourd'hui, ça serait génial. Même si j'y crois pas trop parce que j'ai quand même près de 6 heures de travail à y consacrer. Donc à voir si c'est vraiment possible ou pas. Je suis assez confiante pour une fois. Et puis si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le diagnostic éditorial, ce n'est qu'une étape. Et je pourrais l'envoyer tel quel en maison d'édition, déjà. En ce moment, j'ai découvert les cahiers d'Esther, je crois que ça s'appelle comme ça, de Riyad Sattouf, qui sont des bandes dessinées sur une pré-ado, adolescente
qui raconte sa vie, son quotidien, etc. C'est vraiment très drôle. Et alors, c'est une source d'inspiration inouïe pour mon roman. Je regrette de ne pas avoir découvert cette bande dessinée plus tôt, parce que je pense que ça m'aurait beaucoup aidé à développer mon personnage. Bon, peut-être que c'est un mal pour un bien, dans le sens que j'aurais sans doute été très influencée par la langue de Riyad Sattouf, parce que c'est des bandes dessinées, mais elles sont très très écrites. Il y a beaucoup de textes dedans. C'est des chroniques sur la société actuelle, dans la peau d'une adolescente. Et ça marche très très bien. Enfin, je retrouve tellement de choses de mon personnage chez cette petite Esther. Il y a beaucoup de points en commun. Et puis pareil, je lis des livres que j'aurais dû lire depuis longtemps, qui m'auraient peut-être inspiré pour mon roman. Je viens de lire Chaviré de Lola Lafont, qui se passe aussi dans les années 80-90. Bon, j'ai été très déçue. C'était la première fois que je lisais cette autrice. Je l'ai découverte avec ce texte. Et j'ai plus eu l'impression qu'elle dépeignait un phénomène de société plutôt qu'elle nous faisait vivre de l'intérieur l'expérience de personnages. Et ça ne m'a pas tellement plu en fait. Moi, ce que j'aime, c'est découvrir les tribulations de l'âme humaine. J'aime entrer dans l'intime de personnages, comprendre ce qu'ils vivent intérieurement. Alors bon, je suis contente de l'avoir lu déjà pour découvrir cette autrice, mais je suis pas sûre de la relire de sitôt. Et puis ça me permet d'affiner un petit peu aussi mon regard critique, mes envies de lecture. Voilà, donc ce genre de littérature, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et puis ça m'a pas tellement inspirée pour mon roman finalement, contrairement à ce que je pensais par rapport à l'époque à laquelle ça se passe. Alors après, elle écrit hyper bien, hein. Là, c'est magnifiquement bien écrit, ça ne remet absolument pas en cause sa plume. Elle parle très bien du corps. Franchement, il y a un énorme travail sur la manière de parler du corps, donc ça c'est intéressant aussi pour s'en inspirer. Parce que moi, c'était vraiment quelque chose qui manquait beaucoup au démarrage de mon texte. Le corps était quasi inexistant, alors que bon, à l'adolescence, c'est un peu le concept, quoi. Notre corps, il change, et j'en parlais pas. Alors j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, bon, pas autant qu'elle, mais maintenant il est un peu moins inexistant. Et là, je viens de commencer le livre de Vanessa Springora, Le consentement. Ça m'intéresse d'autant plus qu'elle avait 13 ans quand il lui est arrivé cette expérience. Et là, je me retrouve totalement dans son texte. Notamment, alors c'est très drôle, elle commence son texte, son prologue, elle parle des contes de fées. Et moi, mon premier chapitre s'appelle « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Et j'évoque aussi les contes de fées. Alors peut-être c'est une bonne chose aussi que je n'ai pas lu ce texte plus tôt, parce que je me serais laissée sans doute influencer, ou je n'aurais pas osé commencer mon roman en évoquant les contes de fées, parce qu'elle le fait déjà. Et pour le coup, elle parle aussi de la manière dont ses parents s'aiment, ou plutôt ne s'aiment pas. Donc c'est très intéressant ce qu'elle en dit. Elle plante un peu le contexte familial, et puis elle commence quand elle a 6 ans, 5-6 ans même, comme moi. Donc je me retrouve dans beaucoup de choses qu'elle peut dire. Ça fait écho, même si évidemment on ne raconte pas la même histoire. Il faut dire aussi que mon personnage vit dans un environnement beaucoup moins dysfonctionnel que celui que Vanessa Springora a peut-être vécu enfant, en tous les cas celui qu'elle nous écrit, quoi. Je pense que l'environnement joue beaucoup dans la manière dont on se confronte au monde et dans les expériences qu'on vit. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, franchement, ce que je dis. J'ai eu ma toute dernière relectrice au téléphone ce matin. On devait s'appeler parce qu'elle devait revoir la fin de mon texte pour me dire un petit peu comment je pouvais le resserrer, qu'est-ce qui ne marchait pas, selon elle. Et pour elle, ce qui ne fonctionne pas bien, c'est que j'ai encore des allers-retours temporels, sauf que je les maîtrise pas très bien. Faut dire que je les ai pas beaucoup bossés non plus, hein, pas comme ceux du démarrage de mon texte. Donc, comme c'est pas un exercice avec lequel je suis très à l'aise encore, pourtant, c'est pas faute de l'avoir travaillé, mais bon, c'est pas encore très fluide. Donc, je veux bien la croire, hein, que ça ne fonctionne pas. Donc, elle, ce qu'elle me proposait, c'était de revenir à une version antérieure où j'amenais les scènes dans l'ordre chronologique. Et je me dis qu'avec les coupes que j'ai faites hier, peut-être qu'en revenant à l'ordre chronologique, ça fonctionnera quand même. Je vais quand même faire le test de travailler ces allers-retours temporels, voir si j'arrive quand même à faire quelque chose qui fonctionne. Comme ça, la fin fera vraiment un bloc complet et homogène, et non pas un dénouement avec encore une scène finale qui vient un peu se poser comme un cheveu sur la soupe. Bon, elle trouve pas du tout que ma scène finale soit complètement déconnectée du reste de mon texte.
Pour elle, ça lui paraît assez logique par rapport à ce que je développe auparavant. Donc, je peux peut-être aussi me rassurer par rapport à ça. C'est un point de vue. À chaque fois que je reçois des retours, j'en ai conscience. Je ne notifie pas forcément comme ça quand je vous en parle, mais j'ai bien conscience que c'est un point de vue sur mon texte. Ça n'a pas forcément valeur de parole d'évangile, même si j'ai tendance à tout remettre en cause pour un seul point de vue qui diverge. C'est toujours intéressant la réflexion qui découle de ce point de vue. Après, il faut rester quand même droite dans ses bottes et se dire, bon, moi, comment je me positionne par rapport à ça ? Est-ce que ça me parle ? Est-ce que ça me parle pas ? Si ça me parle, pourquoi ? Si ça me parle, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Et là, c'est très drôle parce que je suis en train de faire le montage de l'épisode 66 de mon podcast et je me rends compte, j'avais déjà soulevé la problématique de la fin en disant, bon, la toute fin de mon texte marche pas très bien. C'est drôle quand même. J'avais l'intuition qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Bon, bam, ça n'a pas loupé. La première lectrice qui a relu mon texte l'a tout de suite vu parce que j'avais bâclé la conclusion. Non pas la scène finale, parce que la scène finale, elle est très bien, mais plutôt la conclusion que je tire de la scène finale, le commentaire que j'en fais, et qui vient clôturer mon texte. Je trouve vraiment pas ça évident d'ailleurs de terminer un roman, parce que il s'agit pas de dire des trucs trop bateaux, mais il s'agit quand même de clôturer les choses de façon logique, mais inattendue, sans que ce soit redite par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention pour la fin, et c'est un peu difficile, je trouve, de trouver le ton juste et la bonne manière de clôturer toute cette histoire. Là, ce matin, j'ai relu sur mon téléphone, en faisant encore des petites corrections. De toute façon, je peux pas m'empêcher. Dès que je reprends mon texte, je corrige. Et puis, si à un moment, je me dis, tiens, là, je pourrais développer cette idée. Bon, je les mets pas dans mon texte pour le moment. Je les développe à côté. Et je verrai. De toute façon, si jamais je suis prise en maison d'édition, je serai sans doute amenée à retravailler mon texte. Donc, il sera toujours temps de venir l'alimenter de toutes ces réflexions que je me suis faites et que je n'ai pas insérées dans le corps de mon texte. Parce que sinon, je passerai jamais à l'étape suivante si je continue à modifier. Donc, demain, je vais continuer ma relecture. Je crois que j'ai lu ce matin jusqu'au chapitre 17. Oui, c'est ça. Donc, je reprends à partir du chapitre 18. J'en ai 46. Ça m'étonnerait que j'arrive à terminer demain, étant donné qu'en plus, je vais avoir de la visite. Et au-delà de ça, je voudrais retravailler ma fin. En tous les cas, tenter de la retravailler pour qu'elle ressemble à quelque chose, dans ses différentes temporalités, flashback inclus. Et si ça marche pas, je reviens à une version plus classique, mais au moins qui fonctionnait plutôt bien, pour moi en tous les cas. Je préfère vraiment terminer sur cette scène, parce que les deux scènes qui précèdent, qui constituaient pour ma relectrice précédente la fin de mon roman, le dénouement, et qui considère qu'avec ces scènes-là, ça suffit pour terminer mon texte, je les trouve un petit peu en dessous par rapport à ma scène finale. Et je trouve que ma scène finale est beaucoup plus forte que ces petites scènes qui précèdent, qui étaient un peu des mini-conclusions, on va dire. De toute façon, si c'est un retour que j'ai d'éditeur, ça sera l'objet d'un débat entre nous. Et moi, je suis toujours ouverte à la discussion. Tant que je ne suis pas convaincue du bien fondé d'un argument, je ne flanche pas. Je reste sur mon idée. Je me souviens, pour mon premier roman, tous mes dialogues étaient en anglais. Et c'était quelque chose auquel je tenais particulièrement. Parce que je me disais, oui, l'emploi d'une langue étrangère fait partie du voyage et crée des soucis de communication qu'on n'aurait pas en français. Et puis l'anglais, c'est quand même une langue que tout le monde parle plus ou moins bien. Il y avait des notes de bas de page pour les personnes qui parlaient un peu moins bien, pour qu'ils aient toutes les traductions de tous les dialogues. Et voilà, j'y tenais particulièrement, m'avait encouragée à maintenir le cap là-dessus. C'était quand même une source d'interrogation pour chacun de mes relecteurs. Et puis un jour, j'ai eu un relecteur qui a remis encore ce truc-là en question. Et il a eu un argument qui a fait tout basculer. C'est-à-dire qu'il m'a dit, j'ai fait le test de mettre tes dialogues en français. Et en français, je me suis beaucoup plus identifiée à tes personnages. Et là, d'un coup, je me suis dit, non mais là, si c'est une question d'identification, ça justifierait de changer de cap. Et donc j'ai fait moi aussi le test pour voir ce que ça donnait. Et il avait trop raison. Et à partir de là, j'ai tous mes dialogues, ou presque, j'en ai laissé quand même quelques-uns pour la musique, on va dire, en anglais, pour faire des petites piqûres de rappel, comme quoi ça se passe toujours en anglais,
qu'on n'est pas en France, qui ne communiquent pas dans leur langue maternelle, mes deux personnages, ce qui peut créer des soucis de communication, de compréhension entre eux. Mais la majeure partie des dialogues sont en français et ça a complètement changé la donne, vraiment. Donc voilà, je suis toujours ouverte à la discussion et c'est totalement comme ça que moi je vois le travail éditorial, c'est-à-dire que j'ai envie de débattre avec un éditeur. S'il me dit oui, alors ça, je suis pas hyper convaincue, moi je veux pouvoir lui apporter les arguments pour lui dire oui, mais moi si j'ai fait ça comme ça, c'est pour cette raison. Et que lui, il me dise bah oui, mais si tu fais ça, ça veut dire que tu vas pas pouvoir faire ça. Qu'est-ce que tu préfères? Enfin, en fait, voilà, j'ai envie que quelqu'un qui s'y connaît questionne le texte avec moi et soit l'avocat du diable et que moi je puisse défendre mon texte et savoir très clairement pourquoi je fais les choses. C'est pour ça aussi que je suis hyper attentive aux retours que je reçois, parce que du coup, il questionne mon texte et il questionne mon positionnement, ma façon de faire, pourquoi j'ai voulu faire les choses comme ça, ce qui fait que ça me permet d'affermir ma position, d'être beaucoup plus claire sur le pourquoi je fais les choses et de réfléchir à tous les petits points auxquels j'avais pas pensé à me questionner toute seule. C'est là où c'est super intéressant de faire attention à chaque retour qu'on reçoit, surtout quand ils font écho. Parce que par contre, voilà, si je reçois un retour qui là, pour moi, est complètement à côté de la plaque, bon, je vais quand même me demander pourquoi il est à côté de la plaque, quoi. D'où ça sort, ce truc. Mais si ça me paraît tiré par les cheveux ou être un avis qui n'est qu'une question de goût, bon voilà, je fais abstraction. Ça sert à rien de m'appesantir là-dessus. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Enfin voilà, je vais pas essayer de faire un truc qui ressemble plus à rien pour pouvoir satisfaire tout le monde. Ça serait complètement idiot et contre-productif. D'ailleurs, ce matin, je parlais avec ma relectrice et elle disait, bah moi j'hésite pas mal à lire des textes quand je suis en train d'écrire parce que c'est vrai que j'ai peur qu'ils m'influencent. Alors je suis un peu d'accord avec ce qu'elle dit parce qu'en effet, on peut vraiment être influencé par ses lectures. Par exemple, moi, mon roman de fantasy, j'ai commencé à l'écrire après avoir lu Harry Potter, quand j'avais une vingtaine d'années. Au départ, c'était un orphelin qui était l'élu et il y avait des espèces de monstres qui ressemblaient étrangement à des détracteurs, quoi. Je ne sais pas du tout d'où me venait cette inspiration, hein, mais voilà, aujourd'hui, il y a encore des trucs qui peuvent y faire penser, mais il a déjà énormément changé par rapport au départ. Donc en fait, moi je pense que c'est pas très gênant si au départ on est très très influencé par une œuvre en particulier, parce qu'après le but c'est de s'en défaire et d'aller ailleurs, vers là où on a envie d'aller. Ça peut être un point de départ en fait. Et puis à force de travailler un texte, c'est pas parce que c'est une autre œuvre qui l'a inspiré qu'on va y rester collé. Et justement, je lui disais, ouais, parce que moi, dernièrement, j'ai découvert des textes qui auraient vraiment pu m'influencer pour mon roman, notamment les Cahiers d'Esther de Riyad Sattouf. Je me dis, mais je suis trop dégoûtée de les découvrir seulement maintenant, parce que ça m'aurait trop inspiré pour la voix de mon personnage, pour créer son environnement, pour la connaître un peu mieux, qui était son père, qui était sa mère, voir où elle habitait. Enfin, je trouve que c'est génial, cette BD pour ça. Et puis même le ton, la voix de la narratrice. Moi, souvent, quand je lis plusieurs pages de cette BD, après, j'ai des idées de petites scènes que j'ai envie d'écrire, que j'écris d'ailleurs, hein, parce que ça pourra peut-être me servir pour plus tard. Parce qu'il y a une voix, il a une voix hyper forte qui ressemble très très fortement à la voix de mon texte. Alors d'un côté, je regrette de ne pas l'avoir découvert avant parce que ça m'aurait bien aidé pour la construction de mon roman. Et d'un autre côté, je suis contente de le découvrir que maintenant parce que je me suis faite un peu toute seule avec ce roman, entre guillemets, parce qu'évidemment, je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont inspirée, dont je n'ai plus conscience parce que c'est enfoui en moi, mais ça fait partie de ma culture inconsciente, on va dire, de tout ce que j'ai pu lire avant, etc. Et puis d'un autre côté, je suis très contente d'avoir construit toute seule mon univers, mon personnage, les idées que j'ai eues, sans être influencée, parce que peut-être j'aurais été un peu trop influencée et ça aurait ressemblé à du plagiat. Je pense que les œuvres qu'on lit peuvent en effet nous influencer, mais quand on est vraiment avec son texte, ça finit par se lisser dans le roman et on dépasse, on va bien au-delà l'influence de départ. Je pense que c'est pas très très grave en fait de se laisser influencer. Ça peut être une étape pour aller ailleurs, pour aller plus loin, pour aller vers soi. Donc de toute façon, moi franchement, si je ne lisais pas pendant que j'écris, je lirais jamais. Parce qu'en fait, j'écris tout le temps. Donc il y a un moment, je vais pas faire le choix entre l'écriture et la lecture. Je pense que la lecture nourrit mon écriture. Et peu importe à quel point elle l'influence, parce que de toute façon, après, j'en fais totalement autre chose. Le mardi 7 mai 2024. Ça y est, je viens d'envoyer mon manuscrit au diagnostic éditorial, donc avec
un peu moins de 2 mois de retard. Mais voilà, enfin j'ai franchi cette étape. Maintenant, il va falloir que j'attende 2 mois pour avoir leur retour, ce qui nous emmène en juillet. Alors avec les grandes vacances, je sais pas trop ce qui va en être. Qu'est-ce que je fais en attendant? J'ai un peu commencé à travailler sur ma note d'intention et sur mon envoi en maison d'édition. Comment je peux présenter mon projet. Je vais commencer aussi à fouiller un peu les maisons d'édition auxquelles ils pourraient s'adapter. Les 2 questions que je veux poser au diagnostic éditorial lors de leur retour, c'est que d'une part, j'aimerais savoir si le titre que j'ai choisi convient, mais je n'en suis pas hyper fière en fait. Ça me semble pas être encore un bon titre, mais bon, pour l'instant c'est mon titre provisoire, c'est pour ça que je n'en parle pas. Et puis surtout, est-ce que c'est un roman d'ado ou d'adulte, ou de young adulte, et dans quelle maison je pourrais l'envoyer. Voilà, c'est vraiment mes questions principales. Je suis super contente, même si je me sens un peu déboussolée là, parce que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. J'ai envie de faire une pause, clairement, sur ce roman. J'ai envie de me consacrer à autre chose, mais en même temps, je veux pas totalement l'abandonner parce qu'il y aura sans doute du retravail par la suite. Est-ce qu'il y aura du retravail avant l'envoi en maison d'édition? Je sais pas. Donc voilà, je suis un petit peu perdue là. J'ai un petit peu continué à travailler sur une future lettre aux maisons d'édition. Et puis ensuite, je vais m'arrêter là. Et on verra sur quoi je repars demain. Peut-être que je vais reprendre la retranscription de mon journal. Déjà pour commencer un peu à penser au livre 2, peut-être que c'est bien le temps d'avoir les retours du diagnostic éditorial, de rester un peu dans l'univers de ce texte. Mais peut-être aussi que si je me mets à lire des romans de fantasy, ça me donnera envie de me remettre à mon manuscrit de fantasy. Pourquoi pas varier un peu les plaisirs et de butiner à droite et à gauche en attendant. Après, je pense qu'il faut quand même que je prépare le dossier de soumission en maison d'édition parce que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rébarbatif dans la création d'un livre, mais en même temps, c'est un peu une phase obligatoire si j'ai envie d'approcher des maisons d'édition. Donc, plus je m'y mettrai tôt, mieux ce sera, plus j'aurai de matière à envoyer, plus j'aurai quelque chose d'un peu solide. Donc ouais, je peux déjà commencer à préparer un peu une lettre type, quitte à la faire évoluer en fonction des maisons d'édition auxquelles j'envoie mon texte. Dernièrement, j'ai une nouvelle maison d'édition que je découvre tout juste, qui me fait de l'œil, pour la principale raison qu'elle publie Riyad Sattouf et les Cahiers d'Esther, parce que je me retrouve assez dans l'humour de cet auteur, et du coup je me dis que peut-être l'éditeur pourrait être intéressé par mon texte, sauf s'il est un peu trop similaire par rapport à ce que Riyad Sattouf fait. Enfin, dans le sens que moi aussi, c'est le portrait d'une ado. Alors certes, c'est pas à l'époque actuelle et elle parle pas des mêmes choses qu'Esther, mais disons que peut-être que 2 portraits d'ado au sein d'une même maison d'édition, c'est peut-être un peu beaucoup. Avec le même genre d'humour, est-ce que ce serait pas un peu redondant? C'est les éditions Guillaume Malary. D'autant plus que j'ai le sentiment quand même que mon texte inspire beaucoup plus les femmes que les hommes. Mais bon, j'ai rien à perdre à l'envoyer là-bas. Et puis je reste sur les maisons d'édition un peu plus classiques. J'ai très envie de l'envoyer à l'Iconoclaste, qui est une maison qui me fait rêver depuis des années. Depuis que j'ai lu en fait La vraie vie d'Adeline Dieudonné, même si mon livre ne ressemble absolument pas à celui-là et tous ceux que j'ai pu lire dans leur maison, mais par contre le côté romanesque de leurs romans, leur côté un petit peu féministe et iconoclaste, je peux m'y rattacher un petit peu quand même. J'ai aussi envie de tenter Robert Laffont, j'ai envie de tenter Albin Michel, mais bon voilà, ça c'est vraiment des très très grosses maisons dans lesquelles j'ai très peu de chance d'avoir une petite place. J'ai aussi envie de tenter Actes Sud, mais alors pour le coup, à mon avis, j'ai aucune chance d'être retenue là-bas. Mais bon, comme c'est une maison que je suis depuis très longtemps et que je lis, c'est un peu con parce que je lis beaucoup de romans dans des maisons dans lesquelles mes romans ne trouveraient pas leur place, quoi. Celui que je lis le plus, c'est Gallimard, quoi. Gallimard, il est partout dans ma bibliothèque. Puis après, il y a les maisons de littérature étrangère. Moi, une maison que j'adore, c'est Gallmeister. C'est ceux qui ont publié Betty de Tiffany McDaniel. Mon roman, il est autant un peu grand public, un peu léger, mais aussi avec une certaine profondeur, une certaine
démarche littéraire, même si ça reste assez simple. Disons que par rapport à un roman feel good ou un roman un peu léger comme ça, je pense que mon roman il va un peu plus loin en fait dans la profondeur du texte, il me semble. Après il y a des maisons dans lesquelles je pourrais l'envoyer, mais je suis moins fan parce que j'aime pas les livres qui sont publiés chez eux. Mais si ça se trouve, j'aurai ma place là-dedans. Sauf que si je me retrouve qu'avec des auteurs ou des autrices pour qui j'ai pas une grande admiration, je trouve ça gênant en fait de faire partie d'un pool d'auteurs qu'on n'admire pas. Ça me pose question. Donc ouais, je vais commencer à préparer mes différents dossiers pour les maisons que j'ai déjà en tête. Je me demande même si je pourrais pas commencer à l'envoyer dans certaines d'entre elles avant le retour du diagnostic. Mais bon, ça sert peut-être à rien de brûler les étapes et mieux vaut patienter. Autant tout préparer, comme ça, une fois que j'ai le retour du diagnostic éditorial, si j'ai des corrections à faire, je les ferai et ensuite j'aurai plus qu'à avec des dossiers déjà tout prêts. C'est peut-être mieux de faire comme ça. Bon, on verra. Je vais un peu me faire plaisir aussi les prochaines semaines. Retrouver le côté ludique de l'écriture à côté de la préparation de mes dossiers qui est beaucoup plus sérieux. Le jeudi 9 mai 2024. Je suis en mode pause sur mes écrits, donc la seule chose que je fais en ce moment, mais pour l'instant c'est pas une vraie source d'inspiration, c'est la retranscription de mon journal. J'en suis arrivée à début octobre 1997, ça me prend un temps fou. Il y a des passages qui sont en plus vraiment ennuyeux au possible. Là je viens de faire tout un passage en fait où je reprenais les interviews dans mes Star Club et autres magazines du même genre, pour me poser les questions à moi-même. Alors c'est intéressant pour construire mon personnage, ça me permet de voir un peu quelles étaient les tendances, les goûts de l'époque, les aspirations que je pouvais avoir à cet âge-là, mais c'est quand même un petit peu chiant à retranscrire. Donc j'avance au compte-gouttes et je finis par me lasser de l'exercice. Je me mets pas plus la pression que ça. Je me dis que c'est pas grave si je prends un peu de temps pour faire des choses en lien avec l'écriture, mais sans écrire un truc concret. J'ai juste envie de me détendre sur la question. Je préserve toujours ces heures du réveil pour ça, sans plus d'engagement. D'autant plus que là, on est un jour férié. Hier, c'était également férié, donc bon, j'y vais un peu en dilettante. Le lundi 13 mai 2024. Je viens de retrouver dans mon journal un exercice auquel je m'amusais pas mal quand j'étais plus jeune. J'avais fait une liste de toutes les qualités et les défauts qui pouvaient exister. Je les avais classés par ordre alphabétique et je m'amusais pour pouvoir décrire une personne, à lui attribuer toutes les qualités et défauts qui existaient en essayant d'équilibrer les deux. Et de cette façon, j'arrivais assez bien à créer des personnages. En retombant là-dessus, c'est un exercice que j'ai envie de refaire pour un peu plus appréhender mes personnages, même si je commence quand même à bien les connaître, dans l'essai comique. Mais ça pourrait être pas mal pour les personnages secondaires que j'ai pas tant développés dans le premier livre. J'ai beaucoup de mal à me relancer dans un autre projet pour le moment. Je considère plutôt que je suis en pause sur l'essai comique. J'ai pas tellement envie de me mettre le nez dans un autre projet, parce que j'ai envie de clôturer celui-là une bonne fois pour toutes avant de m'engager ailleurs. Donc pour le moment, je continue la retranscription de mon journal. Je prends des notes pour le livre suivant. J'ai une idée de plus en plus précise de ce que j'ai envie de dire avec le livre suivant. Alors il est déjà plus ou moins écrit, même s'il y a des choses qui vont venir l'agrémenter. Et j'ai aussi envie d'approfondir beaucoup plus le contexte dans lequel évolue Apolline, les personnages principaux et secondaires, etc. Donc là, c'est ce à quoi je vais m'amuser. Je vais prendre le dictionnaire et puis je vais m'amuser à décrire Apolline. Bon, je vais commencer par elle, même si bon, je pense que c'est pas avec elle que c'est le plus utile parce que je commence à bien la connaître. Mais c'est un exercice que je peux faire pour les autres personnages. Je vais peut-être me créer une liste comme ça de qualités et de défauts que je pourrais ressortir à l'occasion quand un personnage m'échappe un peu. Et à chaque qualité ou défaut que je lui trouve, ça pourrait être bien d'écrire une petite scène à côté ou donner des exemples concrets de comment s'exprime cette qualité ou ce défaut.
ce qui me permettrait vraiment d'avoir une vision plus claire de mes personnages. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à en parler, à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, cela m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des maisons d'édition à me conseiller pour l'envoi de ma comédie dramatique, ce serait vraiment super gentil à vous de m'en faire part. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.